Ça vous est jamais arrivé d'ouvrir une armoire et de vous prendre un truc sur la tête? Par exemple, ce tube. En tombant, il a abaissé sa position tout en gagnant de l'énergie cinétique. Il y a eu transformation. Alors si on définit au sens large l'énergie comme une sorte de capital qui permet à tout système d'opérer une transformation dans l'univers, alors il faut admettre que ce tube, en haut de l'armoire, devait posséder une forme d'énergie non cinétique, uniquement liée à sa position. Alors d'où vient cette énergie? Eh bien, quelqu'un a dû effectuer un travail sur ce tube pour le déplacer, par exemple, depuis un lave-vaisselle jusqu'en haut de l'armoire. Or, comme le travail, c'est un transfert d'énergie, ça signifie que de l'énergie a dû être transférée à ce tube. Est-ce que cette énergie aurait été perdue? Eh bien non, parce que justement, un jour, potentiellement, vous allez ouvrir la porte de cette armoire et ce tube va tomber sous l'effet de la force de gravité et vous rendre cette énergie sous forme cinétique. C'est pourquoi on donne à cette forme d'énergie un nom très approprié, on l'appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Par exemple, si comme moi vous êtes à Lyon et vous êtes dans la rue de la Loge et vous vous baladez, vous voyez ces pots de plantes, ces pots de fleurs au-dessus de votre tête, vous n'allez pas prendre la photo pendant très longtemps. Pour formuler mathématiquement l'énergie potentielle, il faut se poser la question d'où elle vient. On va dire que ça c'est le niveau de la rue et ça c'est le niveau du balcon. Je vais représenter ici le pot qui a été amené dans sa position finale et quelqu'un ou quelque chose a dû effectuer un travail pour déplacer ce pot jusqu'à sa position finale ici. Je représente le vecteur déplacement avec un D. Or, en effectuant un travail, on transfère de l'énergie. Donc ce travail doit être égal à l'énergie potentielle qui est emmagasinée dans le pot de fleurs. Bref, ce qu'on cherche, c'est ce travail. Il doit avoir exactement la même valeur que la quantité d'énergie potentielle emmagasinée. Pour l'exprimer mathématiquement, on ne peut pas juste multiplier la force appliquée par le déplacement D, car la force qu'on a appliquée, a priori, n'est pas constante. Par exemple, c'est sûr qu'on a dû d'abord accélérer le pot lorsqu'on a commencé à le soulever, puis on l'a certainement décéléré à la fin. Donc on n'a pas appliqué une force constante. On ne peut pas juste écrire F fois D. Par contre, on peut utiliser le théorème de l'énergie cinétique parce qu'on sait que dans ce travail et par ce processus, la variation d'énergie cinétique totale, delta K, est nulle. Ce pot est parti de la rue au repos, il est arrivé au premier étage au repos. Et par ailleurs, on sait, théorème de l'énergie cinétique, qu'une variation d'énergie cinétique d'un corps doit être causée par un travail net, c'est-à-dire par la somme des travaux, des forces qui se sont exercées sur ce corps. Alors on a d'une part, donc W, le travail de la force qui a soulevé le pot jusqu'en haut, je la note tout simplement W, et c'est non négociable. On a aussi la force de gravité qui s'est exercée sur ce pot depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cette force de gravité, elle est toujours dirigée vers le bas, Fg, et étant donné que le vecteur déplacement est dirigé vers le haut, ce travail va être négatif. Alors que le travail qu'on a fourni, lui, est positif. Alors ça, c'est toujours difficile à exprimer. Par contre, le travail de la force de gravité, on va pouvoir l'exprimer simplement. Il suffit par exemple que j'introduise ici un axe orienté Y avec une origine qu'on va choisir arbitrairement au niveau de la rue, 0, et on va dire que le pot, à la fin, se situe à une élévation, une altitude Y, on met juste Y sans indice, question de rester absolument général, ça peut être à n'importe quel Y. Si je réécris ce qu'on a ici à droite, on a W plus le travail de la force de gravité. Ce travail, il est négatif et il vaut moins la grandeur de la force de gravité, masse du pot fois le champ gravitationnel G, et grandeur du déplacement Y. Alors maintenant, on a quasiment fini parce que ce qu'on cherche à exprimer, c'est ce W, c'est le travail qu'on a fourni, et ça doit être égal à l'énergie qu'on a transférée au pot, donc à son énergie potentielle. On va noter cette énergie potentielle avec un grand U, c'est le symbole qui est généralement utilisé pour l'énergie potentielle, et puisqu'il s'agit ici de l'énergie potentielle gravitationnelle, on lui met un indice petit g. Cette énergie potentielle gravitationnelle, si on bouge ce mgy
de l'autre côté de l'égalité, il devient positif, j'ai donc mgy pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Alors ce qu'il faut remarquer ici, c'est que mgy, c'est juste l'opposé du travail de la force de gravité, puisque le travail de la force de gravité, c'est tout ça. Donc on peut écrire ici moins le travail de la force de gravité. Et ce signe moins, il est extrêmement important, il a toute son importance si on traduit ça en français, parce que l'énergie potentielle que le pot a gagnée, c'est exactement égal au travail qu'il a fallu fournir contre la force de gravité pour l'élever d'une altitude y. Et quand je dis le contre la force de gravité, je me réfère à ce signe négatif. Alors on va compléter un tout petit peu cette définition parce qu'on a oublié quelque chose d'essentiel. La force de gravité ne s'exerce pas que sur le pot. Bien sûr, elle s'exerce sur le pot, mais par la troisième loi de Newton, toute force provient d'une interaction, et la force de gravité provient d'une interaction entre ce pot et la Terre. Donc j'ai représenté ici une petite force sur la Terre. Ces forces sont symétriques par la troisième loi, égales et opposées. On a donc ici une interaction entre la Terre et le pot. Et ça, c'est super important parce que si on relâchait le système entier, c'est-à-dire on relâchait le pot et la Terre, et on enlevait l'immeuble, on enlevait le balcon, on enlevait tout le reste, sous l'effet de cette paire de force action-réaction, le pot et la Terre vont mutuellement s'attirer et les deux, Terre et pot, vont gagner de l'énergie cinétique. Bon, d'accord, évidemment, la Terre va gagner moins d'énergie cinétique, tout simplement parce qu'elle a plus de masse, donc plus d'inertie. Donc son accélération sera moindre, et dans ce cas-là, quasiment négligeable. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'énergie potentielle est associée uniquement au pot, mais c'est un abus de langage, parce qu'en vérité, si on relâche le système, à la fois le pot et la Terre vont gagner en énergie cinétique. Ça veut dire qu'avant qu'on les relâche, l'énergie potentielle était contenue à la fois dans le pot et la Terre, c'est-à-dire dans le système pot-Terre. Alors je vais l'entourer comme ça, pour dire le système pot-Terre. Et en général, si on veut être strict, on dira toujours que l'énergie potentielle gravitationnelle est associée à un système, dans ce cas-là, par exemple, le système pot-Terre. Alors dans l'idée de l'énergie potentielle d'un système, on peut la définir en mots maintenant, et de deux manières, selon qu'on regarde d'où elle vient ou ce qu'elle devient. Alors si on pense à d'où provient cette énergie potentielle, on raisonne comme on a fait auparavant, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer comme le travail qu'on a effectué pour amener un système dans une certaine position, une certaine configuration, à partir d'une position de référence, qu'on avait choisie ici lorsque le pot était en contact avec la rue. Y est égal à 0. On peut aussi regarder ce qu'elle devient si on relâche le système, c'est-à-dire comment est-ce que cette énergie potentielle se transforme. Dans ce cas-là, ce qu'on va dire, c'est que l'énergie potentielle correspond au travail que peut effectuer le système pot-Terre pour ramener sa position ou sa configuration à la référence. Dans ce cas-là, Y est égal à 0. Alors maintenant, il se pose la question de l'origine, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a choisi Y est égal à 0 au niveau de la rue. Étant donné qu'on a abouti à la définition que l'énergie potentielle gravitationnelle est égale à mgy, ben la valeur de Y, et donc la valeur de l'énergie potentielle gravitationnelle, dépend d'où on a placé le 0. Est-ce qu'il faut placer le 0 au niveau de la rue? Est-ce qu'il faut le placer au centre de la Terre? Est-ce qu'un choix est plus judicieux qu'un autre? Pas vraiment, parce qu'on va uniquement s'intéresser aux variations d'énergie potentielle. Prenez par exemple le cas de votre sac à dos. On va dire que la distance de déplacement D, c'est 1 mètre, que la masse de votre sac à dos, c'est 5 kg, et que le champ gravitationnel, on l'approxime par environ 10 newtons par kilo. Donc si vous le déplacez depuis votre bureau jusqu'à vos épaules, vous prenez votre sac au moment de la sonnerie, alors vous allez effectuer un travail positif sur le sac, donc vous allez lui fournir de l'énergie potentielle. Il va gagner en énergie potentielle, et c'est ce gain ici qui est important pour nous. On voit que la variation d'énergie potentielle, ici, ne dépend que de la différence YF moins YI, et cette différence-là est absolument indépendante, d'où on a choisi Y est égal à 0.
La différence entre votre bureau et vos épaules est 1 mètre, qu'on ait choisi y est égal à 0 au niveau du sol ou au centre de la Terre. Si on fait ce petit calcul, on va trouver un gain d'énergie potentielle de 50 joules, et c'est ça qui est physique, c'est ce gain d'énergie potentielle. Il a gagné 50 joules, peu importe où on a mis y est égal à 0. On peut faire la même chose pour le sac que vous descendez de vos épaules jusqu'au bureau lorsque vous arrivez au prochain cours, et dans ce cas-là, vous allez trouver presque la même chose, à la différence près que cette fois YF est inférieur à YI, donc cette différence-là est bien sûr négative, il y a ici une baisse d'énergie potentielle, donc delta UG va nous donner moins 50 joules. Et c'est ça qui est physique. Encore une chose à remarquer, c'est que lorsque vous avez pris votre sac du bureau jusqu'à vos épaules, vous avez effectué un travail positif, puisque la force que vous avez appliquée est dans le même sens que le vecteur déplacement, alors que la force de gravité a effectué un travail négatif. Lorsque vous avez posé votre sac depuis vos épaules jusqu'au bureau, vous avez effectué un travail négatif en retenant le sac, dans le sens opposé au déplacement, alors que la force de gravité a effectué un travail positif. Dans les deux cas, delta K est égal à 0, vous n'avez pas fourni d'énergie cinétique à votre sac, donc il faut admettre que dans les deux cas, la variation d'énergie potentielle est exactement égale à l'opposé du travail de la force de gravité. Alors on a fait une autre approximation dans notre expression mathématique de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est qu'on a supposé que le déplacement du pot était purement vertical depuis le niveau de la rue jusqu'au balcon. Il se peut très bien qu'on ait pris l'escalier, que la personne qui ait amené ici le pot à la hauteur Y par rapport à 0, on va garder 0 au niveau de la rue, il se peut très bien que cette personne-là l'ait amené en prenant un escalier, par exemple, qui a un certain angle θ par rapport à l'horizontale. Je mets l'angle θ. Alors on va se servir encore une fois du théorème de l'énergie cinétique, puisque si delta K est égal à 0, ça veut dire que l'énergie potentielle gravitationnelle qu'on cherche est égale donc au travail qu'on a effectué pour déplacer ce pot le long de l'escalier, et ce travail doit être égal à l'opposé du travail de la force de gravité. C'est le travail qu'on a effectué contre la force de gravité. Comment est-ce qu'on peut exprimer le travail de la force de gravité? Alors cette fois, il faut tenir compte de la composante de la force de gravité dans l'axe du déplacement. Je représente ici ma force de gravité, Fg. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la composante de cette force selon cet axe Fg parallèle. Mais Fg parallèle, on la retrouve simplement par trigonométrie, parce que l'angle θ se trouve aussi ici. Donc on projette Fg sur le côté opposé, donc c'est Fg sinus θ qui va nous donner Fg parallèle. Et ce travail, d'autre part, on sait qu'il est négatif, puisque la composante Fg parallèle est dans le sens opposé au vecteur déplacement. Donc je vais avoir un signe moins, ça c'est Fg parallèle fois d. Alors maintenant, on a presque fini, parce que ce qu'on s'intéresse, c'est faire le parallèle avec ce qu'on avait avant, on exprimait l'énergie potentielle gravitationnelle avec la variable y, qui se trouve ici. D et y sont reliés par l'angle θ. Donc y sur d est égal au sinus de θ. Donc, ce d-là est égal à y sur sinus de θ. Il suffit maintenant de substituer y à d, donc on va mettre ça là-dedans ici, et on voit que les sinus de θ vont s'annuler mutuellement, puisqu'il y en a un en haut et un en bas, et ensuite, après, il suffit de remplacer ici, et on trouve encore une fois que l'énergie potentielle gravitationnelle, UG, est égale à moins mgy, donc à mgy, on trouve exactement la même définition qu'avant. Et ça paraît très surprenant que le travail de la force de gravité, et donc le travail qu'on a effectué contre cette force de gravité W, donc l'énergie potentielle accumulée à la fin, ne dépend absolument pas du chemin qu'on a suivi. En fait, on aurait même pu choisir un chemin tarabiscoté comme ça, car ce chemin tarabiscoté, on aurait pu le décomposer en une suite de petits chemins avec des angles différents
Donc on serait trouvé à chaque fois dans des cas avec des angles θ ou un déplacement vertical, et on aurait abouti exactement au même résultat. Alors ça, c'est un résultat très important parce que ça montre quelque chose sur le comportement de la force de gravité. Le travail de la force de gravité ne dépend pas du chemin suivi entre 0 et y. Il existe plusieurs forces comme ça dans l'univers, les forces fondamentales satisfont aussi ça, on en verra d'autres. On parle de forces conservatives dans ce cas-là. Alors, ce qui est à retenir, c'est que seulement pour des forces conservatives, uniquement pour ces forces-là, on peut définir une énergie potentielle. Parce que l'énergie potentielle, c'est quelque chose qui est associé à une position ou à une configuration. C'est-à-dire là où on a amené à la fin ce pot. Ça dépend pas, ou ça ne doit pas dépendre du chemin qu'on a emprunté pour arriver en haut. Si ça dépendait de ce chemin, alors on ne pourrait pas associer une énergie de position au système pot-terre.